Assalamu alaikum wa rahmatullah. Élèves de la première année secondaire, bonjour à tous et bienvenue en classe de physique. Voici la dernière partie du chapitre 11, réfraction de la lumière. À la fin de cette partie, vous serez capable de définir l'angle limite de réfraction ou angle critique et reconnaître les conditions de la réflexion totale interne. Commençons tout d'abord par un petit rappel. Dans la vidéo précédente, on a énoncé les lois de la réfraction ou loi de Snell Descartes, telles que la première loi nous a dit que les rayons incidents, réfractés et réfléchis sont dans le même plan appelé plan d'incidence. Et la deuxième loi nous a dit que le rapport des sinus de l'angle d'incidence et de l'angle de réfraction est constant, tel que sinus I1 divisé par sinus I2 égale à N2 divisé par N1. Et on a expliqué qu'un faisceau lumineux passant vers un milieu plus réfringent se réfracte en s'approchant de la normale, tel que l'angle de déviation D égale à I1 moins I2. Et on a mentionné le cas particulier d'une incidence normale où I1 égale à 0, où le rayon réfracté continue son chemin sans déviation avec un angle de réfraction I2 égale à 0. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au passage de la lumière vers un milieu moins réfringent, où N2 est inférieur à N1. Nous avons déjà vu que le rayon réfracté se dévie en s'éloignant de la normale. Alors, dans ce cas, l'angle de réfraction sera plus grand que l'angle d'incidence et par suite, l'angle de déviation D est donné par I2 moins I1 dans ce cas. Et si l'angle d'incidence augmente, l'angle de réfraction va augmenter aussi. Mais que se passe-t-il si I2 augmente jusqu'à atteindre 90 degrés? Laissons-nous voir en utilisant la simulation interactive faite. Premièrement, rappelons-nous que lors du passage de la lumière d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent, quelle que soit la valeur de l'angle d'incidence, la réfraction a toujours lieu et chaque rayon réfracté se rapproche vers la normale. Mais quoi à propos du comportement de la lumière lors du passage vers un milieu moins réfringent? Laissons-nous voir. Pour cela, on va choisir le verre d'indice 1,5 comme milieu 1 et l'air comme milieu 2. En cas d'incidence normale où I1 égale à 0, toujours le rayon se réfracte sans aucune déviation. Mais lorsque nous commençons à augmenter l'angle d'incidence, chaque rayon réfracté commence à s'éloigner de la normale et la réfraction est toujours accompagnée d'une réflexion partielle. Attention maintenant et remarquez que à une valeur spécifique de l'angle d'incidence, dans notre cas ici, est environ 42 degrés, le rayon réfracté devient presque confondu avec la surface de séparation. On dit qu'il rase la surface de séparation. Et l'angle de réfraction dans ce cas est presque égal à 90 degrés. Mais que pensez-vous si nous continuons à augmenter l'angle d'incidence? Observez. Nous remarquons que le rayon incident se réfléchit totalement vers le milieu 1 et que le rayon réfracté disparaît, alors la réfraction n'a plus lieu. En fait, l'angle d'incidence qui donne un rayon réfracté rasant la surface de séparation est appelé l'angle limite ou l'angle critique. Mais on note que chaque dioptre est caractérisé par un angle limite propre. Par exemple, si nous changeons le milieu 2 en eau, on trouve que l'angle limite dans ce cas pour le dioptre plan vers haut est différent de 42. Voyez, il est proche de 64 degrés environ. Alors, on en déduit que lorsque la lumière va traverser vers un milieu moins réfringent, soit un angle d'incidence I qui dépasse l'angle limite, il n'y a plus de réfraction, mais un phénomène de réflexion interne totale a lieu dans ce cas.
Donc, en passant vers un milieu moins réfringent où N2 est inférieur à N1, pour une certaine valeur de l'angle d'incidence, le rayon se réfracte en rasant la surface de séparation et l'angle de réfraction est égal à 90 degrés. Cet angle qui représente le plus grand angle d'incidence dans le milieu le plus réfringent avec lequel la réfraction reste possible est appelé angle limite ou angle critique et il est noté par IL ou IC ou parfois par lambda. Mais comment peut-on calculer la valeur de l'angle limite? Maintenant, on va chercher de calculer l'angle limite ou l'angle critique. En se basant sur la loi de Snell-Descartes, on a N1 fois sinus I1 égale à N2 fois sinus I2. Mais pour I1 égale à IL, alors I2 égale à 90 degrés. Remplaçant les valeurs des angles dans la relation précédente, on obtient que N1 fois sinus IL égale à N2 fois sinus 90 degrés. Mais sinus 90 degrés est égal à 1. Alors, sinus IL égale à N2 divisé par N1. D'où l'on tire que IL égale à sinus moins 1 de N2 divisé par N1. Ou on peut dire que IL égale sinus moins 1 de l'indice du milieu moins réfringent divisé par l'indice du milieu plus réfringent. Alors, répétons de nouveau pour bien retenir. Lorsque I1 égale à IL, I2 égale à 90 degrés. Remplaçons dans la loi de Snell-Descartes, et on sait que sinus de 90 degrés est égal à 1, nous obtenons que sinus IL est égal à N2 divisé par N1. Intéressons maintenant au cas où l'angle d'incidence I1 est supérieur à l'angle limite. Dans ce cas, la réfraction ne se produit pas et toute la lumière se réfléchit totalement vers le même milieu sans émerger vers l'autre milieu. Ce phénomène est appelé réflexion interne totale de la lumière. Mais que vaut l'angle de déviation dans le cas de la réflexion totale? Observez cette figure. L'angle de déviation est l'angle entre le prolongement du rayon incident et le rayon réfléchi. Alors D égale à 180 moins ces deux angles. Alors D égale à 180 moins I1 plus R. Mais on sait que I1 égale à R. Alors l'angle de déviation sera égal à 180 moins 2I1. La réflexion totale de la lumière est mise à profit dans plusieurs domaines. L'une des applications la plus importante est les fibres optiques, qui sont composées d'un noyau de verre très mince, entouré par une gaine ayant un indice de réfraction légèrement inférieur à celui du noyau. Alors, lorsque la lumière pénètre dans le cœur d'une extrémité, elle va subir une succession de réflexions totales avec presque aucune perte d'énergie. Les fibres optiques sont largement utilisées en télécommunication où les informations peuvent être transportées sur de longues distances avec une perte minimale de données et encore en médecine dans l'endoscopie. Passons maintenant à l'application 1. On considère une source qui émet de la lumière dans l'eau dans toutes les directions. Et comme la lumière passe de l'eau d'indice 1,33 vers l'air d'indice 1, alors d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Vous remarquez que la réfraction n'a pas toujours lieu et cela dépend de la valeur de l'angle d'incidence de chaque rayon par rapport à l'angle limite du dioptre. Commençons par la première partie. Préciser l'angle limite du dioptre plan OR. D'après la définition, l'angle limite est égal à l'angle d'incidence qui correspond à un angle de réfraction équivaut à 90 degrés. En se basant sur la figure, voici le rayon qui se réfracte en rasant la surface de séparation, qui correspond à un angle d'incidence 48,8. Alors, l'angle limite est IL égal à 48,8 degrés. Dans la partie 2, complétez sans calcul le chemin du rayon lumineux dans chacune des situations suivantes, sachant que l'angle limite IL est égal à 48,8 degrés. Dans la partie 1, le rayon incident se trouve dans l'eau avec un angle d'incidence 30 degrés. Puisque le rayon passe vers un milieu moins réfringent, il faut tout d'abord comparer l'angle d'incidence à l'angle limite du dioptre.
On a 30 degrés plus petit que IL, alors le rayon se réfracte en s'éloignant de la normale. Dans le deuxième cas, le rayon passe aussi de l'eau vers l'air, c'est-à-dire vers le milieu moins réfringent. Mais cette fois, l'angle d'incidence est égal à 50 degrés, qui est plus grand que l'angle limite, alors le phénomène de la réflexion interne totale a lieu avec l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence est égal à 50 degrés, et donc le rayon réfléchi reste dans l'eau. Dans le troisième cas, le rayon passe encore vers l'air, vers le milieu le moins réfringent, mais cette fois tombe sous un angle d'incidence égal à 48,8 degrés, qui est égal à l'angle limite. Alors, le rayon se réfracte en rasant la surface de séparation. Prenons maintenant cette situation où le rayon incident se trouve dans l'air cette fois et traverse le dioptre RO, c'est-à-dire d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent. Et par suite, le rayon se réfracte, mais en s'approchant de la normale. L'application 2. La figure adjacente représente un rayon lumineux tombant sur le dioptre plan vers l'air, avec un angle alpha égal à 30 degrés. Dans la partie 1, indiquez les deux phénomènes qui ont lieu. Ce sont la réfraction de la lumière et la réflexion partielle de la lumière. Dans la partie 2, donnez les noms de SI, NN' et alpha. SI, c'est le rayon incident, NN', c'est la normale qui est perpendiculaire à la surface de séparation, et alpha, c'est l'angle d'incidence. Dans la partie 3, calculez l'angle limite de réfraction IL du dioptre plan vers l'air. L'angle limite est l'angle d'incidence qui correspond à un angle de réfraction égal à 90 degrés. Alors, d'après la loi de Snell-Descartes et en remplaçant I1 par IL et I2 par 90 degrés, on obtient N1 sinus IL égale N2 sinus 90. Sinus 90 est égal à 1, alors sinus IL est égal à N2 divisé par N1. Alors, on obtient que sinus IL est égal à 2 divisé par 3. Par suite, IL est égal à sinus moins 1 de 2 divisé par 3, ce qui nous donne que IL est égal à 41,81 degrés. Dans la partie 4, on nous demande de reproduire la figure et compléter en justifiant le trajet du rayon réfracté. Remarquez tout d'abord que l'angle d'incidence est 30 degrés et plus petit que l'angle limite du dioptre vers R, alors la réfraction de la lumière ayant lieu. Pour compléter le trajet du rayon lumineux, il faut calculer premièrement l'angle de réfraction. Alors, en utilisant la loi de Snell-Descartes, on a N1 sinus I1 qui est alpha est égal à N2 sinus I2. Alors, sinus I2 est égal à N1 divisé par N2 fois sinus alpha. Faisant l'application numérique, on obtient que sinus I2 est égal à 0,75 et par suite I2 est égal à sinus moins 1 de 0,75 qui nous donne 48,59. Alors, I2 est égal approximativement à 49 degrés. Donc, pour tracer le rayon, on met le rapporteur sur la normale et on trace le rayon réfracté faisant un angle 49 degrés à partir de la normale. Dans la dernière partie, on nous demande de refaire la partie 4, mais cette fois avec un angle d'incidence alpha égal à 60 degrés. Alors, la lumière passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, mais cette fois avec un angle d'incidence alpha égal à 60 degrés, qui est plus grand que l'angle limite qui est égal à 41,8. Alors, il n'y a pas de réfraction et la lumière va subir une réflexion interne totale avec un angle de réflexion R égal à l'angle d'incidence alpha égal à 60 degrés. Finalement, faisons un résumé. Dans cette vidéo, on a appris que l'angle limite de réfraction est donné par IL égale à sinus moins 1 N2 divisé par N1, tel que N2 est l'indice de réfraction du milieu le moins réfringent et N1 l'indice de réfraction du milieu le plus réfringent. Et on a traité les trois cas possibles durant le passage de la lumière vers un milieu moins réfringent. Premièrement, si I1 est inférieur à l'angle limite IL, alors il y a de réfraction et le rayon se réfracte en s'éloignant de la normale avec un angle de déviation D égal à I2 moins I1. Deuxièmement,
Si I1 égale à l'angle limite IL, alors il y a aussi de réfraction, mais le rayon se réfracte en rasant la surface de séparation avec I2 égale à 90 degrés. Troisièmement, si I1 est plus grand que l'angle limite IL, alors il n'y a pas de réfraction et la lumière subit le phénomène de la réflexion. Un terme total avec R égale à I1 où l'angle de déviation dans ce cas est égal à 180 moins 2 I1. C'est la fin de la leçon. Je vous souhaite une bonne étude et à bientôt.